Alors j'ai utilisé Cursor pendant plus d'un an, j'ai testé quasiment toutes les formules, que ce soit les formules Pro, les formules Ultra, etc. Et récemment, j'ai tout simplement tout arrêté parce qu'en fait je me rendais compte que je l'utilisais plus tant que ça. Cursor, qui reste un très bon outil, et bien maintenant j'ai switché tout simplement vers ça et je suis beaucoup plus productif qu'avant. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Alors attention, c'est pas une vidéo pour cracher comme ça bêtement sur Cursor. Cursor, ça reste un très bon outil. Moi personnellement, je l'ai utilisé pendant plus d'un an. J'ai développé énormément de projets avec. Ça reste un bon outil si tu souhaites en fait apprendre les nouvelles manières de développer avec l'IA, etc. Et puis peut-être que tu es habitué à VS Code et du coup t'es pas trop dépaysé. Donc c'est une bonne porte d'entrée, j'ai envie de dire. Mais je me suis rendu compte que, en fait, je l'utilisais plus comme avant. C'est-à-dire que je payais un abonnement et puis je me suis rendu compte que je payais pour rien, puisqu'en fait, avec les nouvelles manières de développer, des manières de développement agentique, je me suis rendu compte que j'utilisais Claude Code, Gemini, CLI, etc. et je l'utilisais plus. Et donc du coup, je suis revenu sur un VS Code, tout ce qui est de plus simple, suivi d'un terminal comme ça, ce qui me permet d'être beaucoup plus productif. Donc la question qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir ce que Cursor fait bien, on va voir ce que Cursor fait un petit peu moins bien. Et le vrai sujet qu'on va voir, c'est vaut mieux-il se former à un outil propriétaire, une manière de penser propriétaire, ou vaut mieux-il investir dans des compétences que tu vas pouvoir réutiliser ailleurs? Et bien, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle méthode choisir et peut-être que ça va te faire changer ta manière de coder. C'est parti. Alors on va voir un petit peu l'écosystème Cursor, en quoi c'est bien Cursor et ça, pourquoi ça attire autant de monde. Tout simplement parce que il y a un système déjà de tab complétion qui est basé sur SuperMaven. C'est le plus rapide du marché. Tu sais, quand tu es ici là, que tu es là, que tu fais tabulation et que tu veux qu'il y ait de l'autocomplétion, c'est basé dessus. Après, tu peux toi aussi prendre un abonnement SuperMaven, tu as des versions gratuites, tu peux tester ça, mais voilà, c'est intégré et du coup, c'est relativement sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'agent mode là. Alors l'agent mode, c'est un peu comme ça. Ce qu'on a ici, le mode agent, en gros, ils ont essayé de reprendre un peu ce qui a été fait déjà dans Codex. Alors Codex, ils l'ont fait après, mais un petit peu ce qui a été fait dans Conductor. Je sais pas si tu as pu utiliser cet outil, qui est un outil qui te permet de développer de manière agentique, on va dire, le mode agent. Et du coup, t'as ce mode-là. T'as aussi le mode browser, le mode zen pour que ça soit un petit peu plus light. T'as un système de background agent, donc il va pouvoir lancer des sous-agents, en fait, c'est l'équivalent de sous-agents. T'as un système de bug bot qui permet d'analyser les bots, etc. Alors tout ça, bien sûr, tu peux le faire avec Claude Code, mais là, c'est intégré directement dans un environnement. Alors après un an d'utilisation de Cursor, on va faire un petit bilan, on va voir un petit peu ce qui pose problème et pourquoi ça a gueulé un peu chez pas mal de devs. Premièrement, le pricing qui est plutôt opaque. Clairement, le pricing là, moi ça m'est arrivé de prendre littéralement des abonnements ici. J'avais pris l'abonnement, ça m'arrivait au début, j'ai commencé par l'abonnement à $20, ensuite je suis passé aux $60, je comprenais pas, j'avais pas l'impression que ça soit plus efficace, ensuite je suis passé à l'ultra, à un moment on avait beaucoup plus d'usage, après c'est revenu en arrière, bref, il y a clairement une politique de prix qui est clairement pas terrible. Voilà, on a eu des requêtes divisées par deux pour le même prix. Voilà, on a payé la même chose et puis on avait la moitié moins de requêtes. Des modèles qui sont parfois plus chers que chez Anthropic direct, parce qu'ici, quand tu sais, c'est sur Cursor, tu connais ici, on va retourner en mode éditeur, et bien ici tu peux sélectionner en bas ton agent. Alors là, je suis en mode gratuit, je pense qu'on peut pas sélectionner le reste là. Je sais plus où on changeait ça, mais du coup là on le voit pas parce que je suis en mode, ah non, c'est le mode auto. Ici voilà, par exemple si tu veux du Opus 4.6, et bien en fait ça va probablement, alors ça dépend, ça change souvent, mais parfois ça te coûte plus cher qu'un abonnement en fait chez Anthropic directement. Donc ça c'est un point négatif. Par exemple, parfois vaut mieux, alors certes tu vas rester bloqué chez Anthropic, mais chez Anthropic ça reste les meilleurs, mais du coup parfois vaut mieux prendre, quitte à payer cher, vaut mieux prendre un abonnement à $90 ou $200 chez Anthropic. Là t'es quasiment sûr de jamais
le dépasser, enfin sauf si tu fais le bourrin, et là t'es tranquille et t'es pas bloqué avec leur chose. Ensuite, ce qu'on a eu, ce qui cassait, on a vu une UI qui change chaque semaine. Alors ça c'est chiant aussi, je veux dire, t'es là pour apprendre un produit, t'es là pour te former, pour développer des choses, etc. T'as pas envie chaque semaine d'apprendre la nouvelle fonctionnalité. Alors les devs ils aiment bien les nouveautés, etc. Moi les trucs qui changent tout le temps, ça me saoule. J'aime les choses stables, et clairement là on n'est pas sur quelque chose de stable, et c'est un petit peu bancal, on va dire. Ici il y a des bugs non corrigés, pas de product manager. Bon, je sais pas si c'est vrai, ça c'est des trucs qu'on lit comme quoi il y aurait pas de product manager. Bien évidemment c'est probablement faux. Bien sûr qu'ils ont une équipe produit, mais clairement voilà, il y a eu un peu des problèmes par rapport à ça. C'est très lourd. Régulièrement, moi je vois Cursor qui est, pourtant j'ai un MacBook M4 Max 64 Go, et régulièrement j'ai des alertes comme quoi Cursor bouffe un maximum de RAM, et on a eu aussi des vulnérabilités, mais bon ça peut arriver partout. Alors pourquoi j'ai switché sur du Cloud Code? Eh bien la raison principale ici c'est que ça s'exécute dans un terminal, et à partir du moment où ça s'exécute dans un terminal, eh bien ça veut dire que ça peut s'exécuter quasiment partout. Avant c'était très compliqué, maintenant regarde, tu l'as dans le terminal ici, tu lances Claude ici, donc tu peux travailler depuis n'importe quel dossier sur ta machine, et tout simplement eh bien tu as accès au modèle, tu sélectionnes ton modèle, etc. Bref, tu fais tout ce que tu faisais dans Cursor, mais directement dans le terminal. Et si t'as pas envie de travailler comme ça dans un terminal, eh bien en utilisant un simple VS Code de base, eh bien ici tu peux, par exemple ici, si tu as un terminal, tu lances Claude et tu travailles avec Claude dans le terminal ici. Et si jamais t'aimes pas trop travailler dans le terminal, ça te fait un petit peu peur, eh bien ils ont tous maintenant sorti, quasiment tous les providers d'agents là de LLM, eh bien ils ont tous un plugin ici qui est un petit peu plus user friendly, on va dire, qui te permet de sélectionner des dossiers, etc. Et du coup aujourd'hui, eh bien avec un VS Code ou ton IDE préféré, eh bien tu peux utiliser Claude Code directement. Donc ça peut aller sur n'importe quel outil. Donc ça c'est quand même assez génial. Il y a encore quelques années, et c'est là que Cursor ils ont cartonné. Il y a encore quelques années, c'était très compliqué de configurer VS Code avec une API de LLM, etc. Fallait passer par des trucs complexes et c'était un peu chiant. Aujourd'hui, c'est facile. Du coup, Cursor n'a plus beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut appeler aussi tout ce qui est MCP server. Tu peux appeler les API directement, sans intermédiaire. Et ça, c'est important parce que tu peux utiliser ici avec Cursor ici, tu peux sélectionner ton modèle. Et en fait, moi, je m'étais rendu compte que même en utilisant le même modèle, par exemple ici, tu peux utiliser Opus 4.6, eh bien, t'as l'impression que il te rajoute une espèce de surcouche un petit peu, il te fait des choses en plus, alors qu'en appelant le même modèle directement avec Claude Code, eh bien, c'est plus direct. Moi, j'ai eu des meilleurs résultats en passant directement. Donc ça, c'est une chose quand même importante, et c'est moins cher parce que tu appelles directement l'outil, l'API qui va bien. C'est ultra léger, multi-instance. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Et du coup, regarde, multi-instance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, tu peux utiliser un Claude Code. Hop, tu peux ouvrir un deuxième terminal ici, tu peux lancer un deuxième Claude, etc. Et du coup, tu peux les faire travailler en parallèle. Et moi, typiquement dans mon cas, eh bien ici, là, on a notre Claude Code ici. Là, j'ai un exemple ici multi-fenêtre où je suis sur un projet. J'ai en même temps Gemini ici. Ici, j'ai comment il s'appelle le Lazy Git là, qui permet de voir un peu ce qui a été modifié sur Git. Ici, j'ai Claude, et là j'ai Codex. Donc ça me permet comme ça de switcher. Alors là, je suis avec Ghosty. Je peux switcher, je peux bouger mes fenêtres et je peux travailler, je peux splitter les fenêtres autant que je veux. Et par exemple là, je suis sur un projet, je suis sur une branche particulière, là, la branche dev, et ici j'ai un worktree qui est une autre branche en fait. Tu vois, c'est une branche multi-image ref par exemple. Et là, sur cette branche-là, eh bien pareil, tu peux découper tes agents. Là, j'ai toujours Gemini. Et ici, j'ai un Claude multi-agent avec Temux là par exemple, où les agents Swarm là, ils vont travailler, ils vont se coordonner en parallèle.
et en même temps j'ai Gemini et j'ai ça, etc. Et donc du coup, eh bien juste avec le terminal, eh bien je peux gérer comme ça en parallèle plusieurs projets, parce qu'en fait le problème maintenant c'est que, eh bien quand tu développes avec ces méthodes-là de développement agentique, le problème c'est que tu passes ton temps à attendre et tu peux pas te permettre comme ça de gaspiller du temps, et donc du coup, eh bien on est de plus en plus vers du travail on va dire multitâche, on va dire. Alors là où avant c'était déconseillé, on disait non, il faut travailler sur une seule tâche à la fois, sinon tu vas t'embrouiller. Et bien là, avec ces nouvelles manières, tu es un petit peu obligé de changer ta manière de bosser et d'être de plus en plus multitâche. Ça veut dire que tu as une tâche qui va travailler sur une branche, sur une fonctionnalité, une autre tâche qui va travailler sur une autre branche, etc. Et tu vas devoir comme ça travailler sur plusieurs projets en parallèle, puisque si tu fais pas ça, eh bien, tout simplement, tu vas perdre énormément de temps. Et les développeurs les plus productifs sont des développeurs qui auront des bonnes organisations, qui travailleront bien sur des projets différents, des features différents. Et à la fin de la journée, ils mergent leur travail et ils ont travaillé pour l'équivalent de 5 développeurs, alors que avec Cursor comme ça, eh bien t'es plus un petit peu un développeur un petit peu à l'ancienne, où tu codes comme ça et t'attends en regardant ton Instagram, et ça clairement c'est pas productif. Et clairement les développeurs qui on va le voir bientôt que ces développeurs, eh bien ils sont pas assez productifs. Alors la question maintenant, c'est est-ce que tu veux apprendre un produit ou est-ce que tu veux apprendre une compétence? Et ça, c'est vrai que, eh bien, dans le monde du développement, et c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé. Eh bien, à chaque fois que tu es développeur, toujours c'est venu la question, est-ce que je vais apprendre un logiciel, est-ce que je vais apprendre un framework, ou est-ce que je vais apprendre une compétence, etc. Eh bien là, clairement, quand tu utilises Cursor, eh bien, tu apprends un produit. Alors c'est pareil avec Windsurf, c'est pareil avec d'autres outils, Lovable ou etc. Eh bien, t'apprends une interface, t'apprends des skills s'il y a l'outil, et si l'outil change, eh bien tu repars de zéro. Ou si tu arrives dans une boîte et dans une boîte on dit on utilise un autre outil, eh bien limite tu ne sers à rien entre guillemets. Tandis que si tu apprends une compétence, eh bien cette méthode de développement ici, eh bien c'est tout simplement un terminal, des prompts, des fichiers de config, c'est des skills qui sont transférables, les outils peuvent changer. Et clairement, eh bien ton workflow il reste. Je veux dire, demain ici là, tu vois, je passe à autre chose. Je passe par exemple à Open Code ici, tac. Il est où notre Open Code? Eh bien, ok, c'est pas Claude Code, c'est pas Gemini, mais clairement, je vais pas être dépaysé puisque j'aurai l'habitude de travailler, on va dire comme ça. Et ça m'amène donc au prochain slide ici, qui est en fait là. Portabilité du CLI agentique, de la portabilité du CLI. Pourquoi? Parce que ici, toi, tu es un développeur comme ça, tu passes par du CLI agentique, donc des terminaux, des prompts, des fichiers de config, des MCP, des skills, des choses comme ça. Et du coup, derrière, eh bien, hop, ça... tu peux utiliser du Claude Code, du Gemini, du Codex, du Open Code, etc. Donc en gros, tu as les mêmes compétences et en fait, tu investis dans une compétence, tu n'investis pas dans un abonnement, ce qui est écrit ici. En fait, tu t'investis tout simplement sur toi-même. Alors maintenant, on va voir un petit peu lequel outil est fait pour toi et en gros, dans quoi investir. Apprendre un outil, une méthode, etc. C'est coûteux puisque, eh bien, c'est un investissement parce que tu passes du temps, etc. Donc, on va se poser la question, dans quoi investir? Eh bien, je dirais que si tu veux, le confort visuel d'un IDE qui fonctionne bien, etc. Tu peux pas la friction d'entrée et de démarrage. Eh bien, c'est très bien d'utiliser directement Cursor ici. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, tu vois, Cursor ici, on a tout, on peut faire clic droit, ajouter, on a notre petite sélection du modèle, etc. Donc, c'est un très bon outil. Je dirais si, par exemple, tu es nouveau dans ce domaine-là, peut-être que tu es un développeur un petit peu classique et là, tu te rends compte qu'il va falloir se mettre à jour, il va falloir apprendre à développer avec les outils IA et que tu veux pas toute la friction qu'il y a dans le mode CLI, dans les modes terminal, parce que là, effectivement, tu vois, il y a de la config, il faut switcher d'un panel à l'autre, il faut connaître des commandes, c'est un petit peu complexe au début. Si tu veux éviter toute cette friction, parce que c'est une friction qui peut te faire, abandonner, ou tu peux dire c'est trop compliqué, etc. Si tu veux éviter cette friction, apprendre le développement accompagné de l'IA, eh bien tu peux aller directement sur Cursor, c'est un très bon outil, ça te permet de comprendre les basiques. Maintenant, si tu es un petit peu plus avancé, je dirais qu'il faut se poser cette question-là, c'est est-ce que tu fais plus que coder ou pas?
Je dirais que si tu fais que coder, et tu vas voir que là, ça va partir, ça va être de moins en moins le cas, mais si tu fais que coder, tu peux rester sur une configuration qui est une configuration, et comme tu vois ici, une configuration avec VS Code plus terminal. Pourquoi? Parce que tu es dans une configuration classique comme ça, t'as VS Code, donc tu peux tout à fait faire ce que tu as à faire avec l'autocomplétion plus Claude à côté ou ton autre agent, et du coup là, ça fonctionne très bien. Mais ce type de développement, j'ai envie de dire, il va avoir tendance à disparaître. Pourquoi? Parce que ici, ce que tu fais là à coder à l'intérieur de ton projet, machin, tout ça à l'ancienne, même aidé de l'IA, tout ça, ça aura, tendance, alors attention, j'enlève ça. Ça aura tendance tout simplement à disparaître. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de valeur là-dedans. Il n'y a plus de valeur dans le fait de pisser des lignes de code, et le rôle d'un développeur, ça va évoluer et ça va s'élargir. Et c'est quoi l'élargissement? C'est de travailler autour. Faut voir, ça veut dire qu'il va falloir que tu prépares un PRD, il va falloir que tu prévois une architecture, il va falloir que tu prévois des agents pour la revue de code, pour faire des pull requests, pour merger, pour vérifier, etc. Donc le rôle d'un développeur va être de plus en plus de monter d'un niveau. C'est-à-dire tu vas monter au-dessus d'un team lead, ce qu'on voyait avant, team leader ou product manager, etc. Maintenant, le rôle d'un développeur, ça va pas être de pisser des lignes de code, ça va être de builder des choses, de construire du produit directement. Et donc du coup, il va falloir que tu mettes en place des process, des agents qui communiquent entre eux, etc. Et là, clairement, cette méthodologie-là, qui est un peu la méthodologie actuelle, mais qui va de plus en plus disparaître, elle va disparaître au profit de ce type de config. Pourquoi? Parce que là, clairement, on va travailler, je veux dire, tu vas plus regarder exactement la ligne de code, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été généré, etc. Puisque ça va être quasiment bon du premier coup. Tu vas générer tes features. À chaque fois, tu vas switcher sur tes branches en parallèle. Tu vas travailler sur plusieurs choses en même temps. Tu vas faire tes revues. Tu vas faire tout ça. Et toi, finalement, à la fin, uniquement quand tout est prêt, que tes agents, ils ont fait les pull requests, les machins, les trucs. Allez, en dernier bout de chaîne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire un petit coup d'œil comme ça, vite fait, sur GitHub, la pull request. Tu vas faire une petite revue rapide. Et si c'est bon, hop, tu vas tester ça, tu vas merger, et puis ça va partir en production. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est que, on va de plus en plus aller vers ce type de développement, et ce type de développement, ça nécessite du CLI agentique. Voilà. Alors voilà, tu l'auras compris, les manières de développer évoluent de plus en plus vite. Si jamais tu veux retrouver un petit peu tous ces slides, écoute, j'ai une newsletter dans laquelle tu vas sur cette page-là, mycoder.com ici, et tu mets ton email et je t'enverrai en fait tous ces slides, et tu seras aussi abonné à ma newsletter. Et chaque semaine, en fait, ce que je fais, je te partage les nouveautés, les outils, vraiment des choses actionnables pour les développeurs qui veulent en 2026, devenir des développeurs agentiques. C'est pour ça que cette newsletter s'appelle The Agentic Dev. C'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises un petit peu ces méthodes, où il y a des choses qui t'intéressent ou peut-être un peu moins. N'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, je te mets un lien vers cette vidéo, parce que cette vidéo peut sincèrement t'intéresser.